Revenons-en aux questions d'allocation d'actifs avec les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management et Ludovic Dufour qui nous accompagne aujourd'hui pour cette émission, responsable product spécialiste d'Edram. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être de la manière dont vous avez réfléchi chez Edram aux conséquences éventuelles, aux conséquences possibles pour les marchés. J'entends de la crise géopolitique au Moyen-Orient, 10 jours après les attaques du Hamas contre Israël. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? Et je parle bien de la manière dont on construit des portefeuilles et dont on évalue les risques pour les clients, Ludovic. Bien entendu, le lundi matin, quand on est arrivé, donc il y a 10 jours au bureau, la première chose qu'on fait, c'est quel est le risque qu'on a d'embarquer en portefeuille et de réévaluer si on est toujours confortable avec cela. On avait plutôt remis un petit peu de risque. On a une vue très prudente sur les actifs risqués. C'est pas qu'on ne veut pas être présent, mais on aborde de la prudence, qu'on considère qu'on est en ralentissement économique, qu'on approche du fin de cycle, et on a les problématiques sur ces hausses de taux qui pèsent sur les valorisations ou sur les marchés du crédit. Donc cette prudence, on l'avait un peu mis de côté en septembre pour renforcer, remettre un petit peu de risque. On arrive le lundi matin, comme c'est un choix tactique. Est-ce que ce choix tactique, il fait toujours sens? On discute avec les équipes et oui, on considère qu'on maintient cela. Et après, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on suit au jour le jour. On ne fait pas de prévision sur ce qui va se passer. En revanche, ça ajoute une prime de risque. Et puis, il y a un facteur de transmission direct à l'économie, c'est le pétrole. Mécaniquement, ce conflit, très rapidement, ça s'est vu, c'est peut-être qu'il y a le premier actif qui a monté, c'est le pétrole. Au même moment où on a beaucoup de questionnements sur cette désinflation, comment elle s'installe, le fait de voir le pétrole qui redevient volatile amène des inquiétudes. Donc c'est la variable qu'on va suivre. Ouais, c'est ça, surveiller le plus. Comment vous regardez le monde obligataire aujourd'hui? Très intéressant d'ailleurs. On a vu sur la première séance post-attaque du Hamas, le marché américain obligataire était fermé, c'était Columbus Day, mais on a vu tout de suite une réaction assez claire de recherche d'actifs de sécurité. Donc on a vu un mouvement de rallye obligataire sur les parties longues de la courbe des taux, qui a été assez vite contrarié par des éléments macroéconomiques. Alexandre citait les prix à la production aux États-Unis et même dans une certaine mesure le CPI, l'indice des prix à la consommation, qui ont tout de suite remis un peu de tension dans ces parties longues de courbe obligataire aux États-Unis. Quelle évaluation vous faites un peu de la situation et de ces forces opposées qui guident et qui amènent beaucoup de volatilité encore sur cette partie longue? Alors, c'est normal qu'à un moment où on a un choc, le côté valeur-refuge des taux fonctionne. Ce jour-là, il a fonctionné. C'était même rassurant dans un monde un peu nouveau depuis quelques mois et quelques trimestres où on avait des corrélations plutôt positives entre actions et obligations et on était plus sûr du caractère refuge de ces obligations du Trésor américain. Donc ça fait sur quelques événements de marché, on a vu que de nouveau ça refonctionne et c'est normal. Il y a un niveau de taux qui est retenu suffisamment intéressant, attrayant en termes de taux pour que les investisseurs se projettent en se disant il y a la capacité, si le scénario déraille totalement, à ce que les taux aillent plus bas, que les banques centrales baissent les taux. Donc tout ça peut se remettre en œuvre et on voit que ça fonctionne. Maintenant, si on regarde un petit peu les taux, on vient d'où? On vient d'un mois de septembre où les taux ont encore fortement monté. Cette fois, sur les parties longues, on va dire, si je fais un schéma très simple, que depuis le début de l'année, c'est plutôt les parties courtes de la courbe des taux qui ont monté avec le nombre d'anticipations de hausse de taux des banques centrales qu'on a fait. On arrive à la fin, en zone euro, le jeu est fait sur les prochaines hausses de taux. Il y a le questionnement d'une probable nouvelle hausse des taux, certainement pas sur la réunion de novembre, mais peut-être sur celle de décembre à la Fed, et toujours sur le marché. Je pense que petit à petit, on va la déprobabiliser. Et maintenant, au mois de septembre, c'est les parties longues des taux qui ont monté, le 10 ans, le 30 ans. Alors, il y a différents éléments, on parlera de la prime de terme, vous me direz si vous voulez qu'on s'arrête dessus, mais en tout cas, les taux ont fortement monté, à peu près 50 centimes. Donc, il y a deux éléments, ils sont très chers, on était monté à 4,80 sur un 10 ans américain, à 2,90 sur un 10 ans allemand, donc il y avait de la place pour que ça rebaisse un petit peu. Mais derrière, étant donné que cette problématique, cette crise qu'on a en Israël,
on la cantonne, le marché semble la cantonner à cette région, donc il y a peu, à part le pétrole, peu de variables de transmission au reste de l'économie pour le moment. On se réinquiète un petit peu du quotidien, et donc il y a les chiffres d'inflation, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont sortis un petit peu au-dessus, notamment sur la partie services aux États-Unis, ça a remis un petit peu de pression, et du coup on a des montagnes russes depuis quelques séances sur les taux, où on a une séance où on va reperdre 5, 7 centimes, on va les reprendre le lendemain, qui sort. Et on ne fait que ça. Sur l'aspect conjoncturel, inflation, justement, que disent les équipes macro d'Edmond Rothschild Asset Management? Est-ce qu'on est quand même toujours confiant dans l'idée que la mécanique de désinflation aux États-Unis, notamment, est bien en place, qu'elle peut encore éventuellement se poursuivre un peu? On a tous compris que passer de 10 à 5, c'était la partie la plus facile, et qu'ensuite, passer de 5 à 4, puis de 4 à 3, puis de 3 à 2, tout ça devenait de plus en plus difficile. Est-ce que vous gardez une certaine confiance quand même dans l'idée que, toute chose égale par ailleurs, la désinflation peut se poursuivre aux États-Unis, y compris sur la partie la plus endogène de l'inflation? Alors oui, et même si dernièrement on a des petites mauvaises surprises. En fait, ces mauvaises surprises, on les attendait. On a dit, comme vous l'avez montré, de 10 à 5 ce sera facile, et après ça va être plus dur. On est sur cette partie, et justement c'est plus dur. Donc on constate ce qu'on attendait d'une certaine manière. On a eu en plus, notamment le marché américain, pas mal de mesures non structurelles qui, avec un peu plus de relance, avec les extra savings, toute cette épargne supplémentaire du consommateur américain, qui est quelque chose qui est assez difficile à analyser et dont on voit qu'elle est toujours là, et on pensait qu'elle serait complètement réutilisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont de l'épargne qu'ils ont fait pendant le Covid, et maintenant qu'il y a un peu moins ils piochent dedans pour maintenir leur consommation. Et la question, c'est, une fois qu'elle est vide, ils ne peuvent plus piocher. Quels sont les arbitrages? On pensait que ce serait d'ici la fin d'année. On voit que il y a plus qu'attendu. Enfin, il y a moins qu'attendu, mais ils ont moins tapé dedans. Donc, ça nous emmène jusqu'en mars. Donc, pas mal de petites mesures qui font que maintenant qu'on arrive autour des 4, c'est un petit peu plus difficile d'accélérer. On voit vraiment toujours cette tendance que ça va accélérer avec... Accélérer la désinflation. Non, mais parce que... C'est bien ça. Cette désinflation va accélérer. Donc, on la voit toujours. Et après, on est patient face à, de temps en temps, quand on a ces mesures qui viennent rajouter un petit peu d'incertitude ou qui délayent. Mais pour nous, c'est vraiment embarqué. Et puis, les banquiers centraux nous le disent. On a une Fed qui va... Finalement, le marché a fait le job de monter un petit peu les taux longs, de remettre la pression, ce qui, je pense, lui permet de vraiment déprobabiliser cette dernière potentielle hausse de taux. Et puis, elle va nous remettre les projecteurs sur maintenant, l'inflation, c'est fait. C'est la croissance qui compte. Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'eux aussi commencent à se poser des questions sur la solidité de la croissance et nous amènent vers une récession. Donc, le mandat dual, ça y est, reprend. La Fed est en train quand même de revenir sur la dualité de son mandat après la bataille. Donc on est entre les deux. Oui, c'est ça. Oui, je comprends tout à fait. Oui. Chômage, mais on va commencer à voir finalement le fait que ce chômage il faiblit. Ce qu'on attendait, on attendait depuis pas mal de temps pour vraiment ancrer le fait d'avoir vu les taux. On est sur cette période, donc on a probablement à quelques centimes près vu les taux. La question, c'est le next step. Et le next step, il définira la forme de la courbe. Cette histoire de prime de terme, effectivement, alors comment on peut le traduire simplement? Et puis, surtout, qu'est-ce que ça nous dit des enjeux de marché? Vous l'avez très bien dit, 2022, jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était l'histoire des taux courts, des taux directeurs, il fallait rattraper l'inflation, ça a été le grand cycle de resserrement monétaire qu'on a décrit. Depuis cet été, l'histoire des taux est un peu différente. Les taux courts bougent moins quand même, et c'est les parties longues qui commencent à s'agiter, parfois avec des mouvements d'ampleur importants. Et l'idée qu'on est en train de reconstruire donc cette fameuse prime de terme qui a été négative pendant très longtemps et qui redevient positive aujourd'hui. Est-ce que c'est l'idée qui s'ancre de plus en plus dans le marché, qu'on change de régime, de paradigme en termes de taux, en termes d'inflation? C'est un sujet de discussion permanent, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce qui était une hypothèse est en train de plus en plus de devenir un scénario central. Alors, la prime de terme, c'est ce que vont demander les investisseurs en rémunération pour le fait, au lieu de prendre une échéance à 3 ans, aller sur une échéance à 10 ans, pourquoi ils auraient plus de rémunération? Les taux longs ont fortement monté au mois de septembre. On dit c'est la conséquence de la prime de terme, ce qui n'est pas faux. Après, c'est quand on ne sait plus trouver d'autres explications, c'est ça, Ludovic? Subitement, on s'est réintéressé à la prime de terme, qui est quelque chose, un mécanisme de très long terme. C'est quoi? Elle a été très basse, elle a baissé pendant pas mal de temps parce que beaucoup d'épargne a été envoyée vers le fait
d'acheter des taux. C'est-à-dire que les boomers ont créé leur retraite. Donc, ils ont acheté beaucoup de taux. On a eu le quantitative easing, on a eu des effets démographiques, etc. Et là, on commence à dire ça va être un petit peu différent. Les baby boomers vont plutôt piocher dans leur épargne. On a moins de quantitative easing parce qu'on parle de quantitative tightening, etc., etc. Donc, je vois mal ces éléments se matérialiser en un mois. Cependant, il y a peut-être une prise de conscience des investisseurs d'arrêter de regarder le marché comme on l'a fait auparavant et de se projeter en validant d'une certaine manière la fin de la hausse des taux. On va revenir sur un environnement où ça y est, les taux sont reconstitués. Et by the way, les États sont endettés, il y a le quantitative tightening. Est-ce que je dois accepter ce type de rémunération? On a une 30 ans qui est sortie la semaine dernière à 4,83. Elle était attendue à 4,80, un peu au-dessus finalement. Donc ça montre bien qu'il y a un petit peu moins, peut-être un peu de la part des investisseurs, le fait de ne pas se précipiter et demander plus de rémunération. Donc, les acheteurs ont la main aujourd'hui sur le marché obligataire, on peut le dire comme ça, quoi. Oui. Non, mais le Trésor américain vend sa dette, mais on demande 3-4 points de plus que ce que peut offrir donc derrière le marché immédiatement. Il y a une grande question, parce que je parlais tout à l'heure de la forme de la courbe des taux, une prime de terme négative sur laquelle on vient sur le marché américain semble maintenant un petit peu derrière nous. La question, c'est est-ce qu'elle est autour de 0 ou est-ce qu'elle est à 50 centimes? Et ça, si on a la question, on sait à peu près à combien on doit attendre notre 10 ans. Une fois qu'on se redira, c'est bon, la hausse de taux est terminée. Maintenant, je peux commencer à anticiper à un moment que la Banque centrale, la Fed, baisse mes taux. C'est quoi la forme de ma courbe? Est-ce que c'est un 10 ans à 4 ou un 10 ans à 5 qui va avec cette économie? Et du coup, est-ce que c'est le bon... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le bon moment, là? Est-ce qu'on a envie de reprendre un peu de duration? Alors, modulo un aspect de volatilité qui n'est pas encore calmé, effectivement, mais... Est-ce qu'intellectuellement, on a envie d'aller vers ce mouvement? Un ralentissement économique. C'est toujours difficile de se dire, d'avoir le scénario rose où on va atterrir en douceur. Je pense que malheureusement, à un moment, on atterrira un peu brutalement sur cette croissance, que l'atterrissage en douceur, on l'attend tous. Je vois mal comment on pourrait le faire. Donc du coup, si on a un atterrissage en douceur et qu'on a déjà des taux qui sont déjà assez hauts, mécaniquement, il faut les acheter. Parce que ce serait un très bon moyen de protéger le reste des investissements ou d'aller bénéficier de cette baisse des taux à l'avenir. Donc on est plutôt, à acheter de la duration et considérer que ça s'achète. Maintenant, vous l'avez dit, c'est volatile. Alors, il y a un autre élément qui est bénéfique quand on investit dans les taux, étant donné que on ne voit pas une récession à l'âge... au coin de la rue, je comprends. On se dirige vers elle et peut-être qu'avec des effets, elle ne sera pas si forte que cela. Et ça reste un scénario qui est probable. Donc on peut continuer d'avoir du risque en portefeuille. Le risque, ça rémunère. Et donc du coup, si on a du crédit, on a du rendement. Et c'est juste accepter qu'une partie de ce rendement, si on a un peu de tort sur le moment où on a déjà acheté ces taux, on en abandonne une partie. Donc avoir de la duration plutôt assez donc en sensibilité au taux d'intérêt en portefeuille et du crédit à côté pour avoir un petit peu de rendement, c'est quelque chose qui nous semble un bon positionnement pour le moment sur cette phase d'attente. Merci beaucoup Ludovic. Ludovic Dufour qui était avec nous pour évoquer ces questions obligataires, ces sujets de taux et les grandes questions d'allocation d'actifs à ce stade, responsable product spécialiste d'Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission, le supplément du lundi à 13h30. On se retrouve à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.